Le président Joe Biden a salué le leadership du président Félix Tshisekedi et son engagement pour la paix et la prospérité de la RDC. Le chef de l'État n'a pas participé le mercredi soir au dîner de gala offert par le couple Biden pour des raisons de deuil national dans son pays, la RDC. Stabilisation des zones en conflit, l'un des sujets évoqués à la réunion du conseil d'administration du Fonds de cohérence et stabilisation pour la matérialisation du programme PDDRCS, une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en présence de quelques bailleurs de fonds du Royaume-Uni. Pati Tondouango, Julien Piana et Bienvenue Loussala ont signé ces reportages. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire pour la matérialisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et social en sa qualité de président du comité de pilotage du PDDRCS? Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé la réunion du conseil d'administration du Fonds de cohérence et de stabilisation. C'était pour évaluer le travail déjà effectué dans le processus de mise en œuvre du programme qui vise, entre autres, la stabilisation des zones en conflit en République démocratique du Congo. Les fonds sont déjà disponibilisés et les bailleurs sont là pour accompagner les efforts du gouvernement, a affirmé Émilie Matman, ambassadrice des Royaumes-Unis. Les fonds sont là pour débourser, pour soutenir plusieurs programmes. En partie de cela, c'est à travers le PDDRCS, un appui technique, mais aussi de travailler ensemble avec le PDDRCS pour la mise en œuvre de ce plan et ces stratégies pour mettre fin au conflit à l'Est. Et donc les bailleurs sont là ensemble pour accompagner les efforts du gouvernement pour avoir une stabilisation des zones en conflit. Pour le coordonnateur du programme PDDRCS, l'insécurité causée par les M23 dans le Nord Kivu est à la base du report de la mise en œuvre de ces programmes dans cette province. Lorsque nous voulons aller dans le Nord Kivu, il y a eu cette question importante d'insécurité liée à la présence du M23 dans la zone et nous avons dit reporter l'activité qui va devoir commencer en janvier. Mais pour les provinces qui ont déjà connu les POP, nous avons décidé avec le gouvernement de démarrer la phase de désarmement et de mobilisation. Mais cette phase va marcher concomitamment avec le programme que nous avons avec le Fonds de cohérence pour la stabilisation. Et donc, pour la province de l'Ituri, déjà, il y a des équipes qui sont déjà là en train de travailler et nous attendons faire dans un bref délai amener le juste combattant dans la réinsertion et le relèvement communautaire. Étaient présents à la rencontre quelques membres du gouvernement, les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies, les ambassadeurs de Norvège, Suède, Royaume-Uni, Allemagne et Pays-Bas et quelques experts de la présidence et de la primature. Je le dis au sommaire, des images insolites sur la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi-Kibala, coupée en deux, de cercueils portés en main par la population pour traverser une grande érosion qui s'est créée après les pluies diluviennes. Quelques minutes seulement après ces images choquantes, une partie de cette érosion vient d'être maîtrisée. Sur place, les ingénieurs courent derrière la montre pour finir le travaux. Déjà aujourd'hui, Gaëtan Magalan. Deux cercueils transportés à la main puisque la route est coupée en deux. Ce qui occasionne la création de marchés des fortunes pour écouler de marchandises. La route elle est divisée en deux. Ceux qui viennent du Congo central ne savent pas traverser de l'autre côté, raison pour laquelle nous avons créé ces marchés de fortune. La traversée avec ces marchandises, parfois à la tête, un combat de titans qui impose un prix à payer. Nous passons de moments difficiles. Le porteur, le transport, ça nous coûte extrêmement beaucoup d'argent. Ce qui laisse place à de malentendus. Sur la chaussée, le travaux avance à grands pas. Il faut absolument trouver des solutions, une solution globale par rapport à cette problématique. C'est aussi l'occasion pour nous de rappeler que tout ce que nous faisons ici, tous les travaux que nous faisons ici, sont des travaux qui sont faits à pure perte si on ne comprend pas qu'il y a des zones
tout autour de la route qui sont des zones où on ne devrait pas construire. Pour ces techniciens de la CGT, il faut accélérer puisque cette route nationale alimente en produits de première nécessité la ville-province de Kinshasa. Mais le dégât de ces pluies diluviennes reste encore visible. Cet homme se souvient encore de ses voisins qui ont tout perdu comme lui. À 2 h du matin. La pluie a commencé vers 2 h du matin. Dès qu'un voisin est sorti, sa maison s'est écroulée. Le gouvernement RD congolais s'est dit déterminé d'ici quelques jours à permettre aux usagers de cette voie de communication de circuler comme auparavant. C'est un geste exceptionnel que vient de témoigner le gouvernement congolais à l'endroit de familles de victimes des inondations de dernière pluie diluvienne. Le gouverneur de la ville a annoncé que le frais des obsèques de 140 victimes seront pris en charge par l'État congolais. Plus de précisions avec Anat Atunakov dans ses reportages. 48 heures après les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa, le bilan officiel s'alourdit chaque jour qui passe. Selon le gouvernement provincial quinois, instruit d'identifier les sites des catastrophes survenues, les bilans encore provisoires fait état de plus de 140 personnes décédées, près de 40 000 ménages inondés, 280 maisons écroulées et 64 nouvelles têtes d'érosion créées. Dans un communiqué officiel rendu public, le gouverneur de Kinshasa, Gentili Ngobilambaka, qui a fait mercredi dernier la ronde des différents sites au nom de l'exécutif provincial et au sien propre, a présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées. Pour le premier citoyen de la ville de Kinshasa, ce énième drame invite tous les Kinois à une prise de conscience collective sur l'impérieuse nécessité de respecter les règles urbanistiques en s'abstenant de construire sur les sites dits non édificants de jeter les immondices dans les rivières et les caniveaux. Les constructions anarchiques sur les ouvrages d'évacuation des eaux des pluies et des lits des rivières doivent absolument cesser, a-t-il fait savoir. Signalons que l'hôtel des villes de Kinshasa, par l'entremise de Bélise Okonda, porte-parole du gouverneur Gentili Ngobila, a tenu à éclairer l'opinion que ces derniers n'est pas responsable de ce qui est arrivé à Kinshasa et qu'aucun texte légal n'attribue à la ville de Kinshasa le pouvoir de lotir. Les dangers est permanent sur l'avenue Haute Tension au quartier Joli Parc dans la commune de Ngaliema, de maisons avec des fissures construites sans aucune norme urbanistique inquiètent depuis les habitants de ce coin qui en appellent à la rescousse des autorités avant que le pire n'arrive. Jojundi Bukaboulou est descendu sur les lieux pour faire les constats. Regardez, cette maison construite sans respect des normes urbanistiques expose les parcelles voisines au risque d'écoulement d'un mur longeant plusieurs maisons où des familles nombreuses pourront en pâtir. Nous sommes au quartier Joli Parc, communément appelé Ma Campagne, au niveau de l'avenue Haute Tension, derrière le palais de marbre dans la commune de Ngaliema. D'aucuns s'interrogent sur l'ampleur d'une pareille situation en plein quartier IP de la ville-province Kinshasa. Ils en appellent aux autorités compétentes de prendre des mesures urgentes en vue de prévenir le pire face à une telle évidence. Cette situation, devenue monnaie courante à Kinshasa, où des particuliers érigent des maisons d'habitation et d'autres construisent à des endroits inappropriés, certaines sont même construites sur des collecteurs d'eau. Ces maisons construites en violation des normes urbanistiques à Kinshasa provoquent souvent des catastrophes telles que des glissements de terrain, des érosions, coupent certaines avenues en deux, conséquences, des inondations et des dégâts collatéraux allant jusqu'à des pertes en vies humaines. Après le ravage causé par la pluie diluvienne la nuit du lundi au mardi, le bourgmestre de la commune de Ngaliema a réuni le cadre locaux de sa municipalité pour un conseil de sécurité. Ce conseil de sécurité communal qui a statué sur ces drames a aussi pris quelques dispositions pour assurer la sécurité de personnes et de leurs biens pendant les festivités de fin d'année. C'est un reportage de Cédric Kenina. Chef de quartier et de rue, commandant de sous-commissariat autour du bourgmestre de Ngaliema pour faire les points après les drames qui ont emporté des vies humaines. Dieu merci, Maïba Zilouanga anticipe sur les faits et prend déjà des mesures drastiques pour renforcer les dispositifs sécuritaires pendant cette période des festivités.
mais aussi avoir un regard sur la montée de la délinquance juvénile observable souvent pendant la même période, sans oublier les embouteillages qui accompagnent. Nous avons passé en revue le problème notamment sécuritaire et le problème d'assainissement. Comme vous le savez, nous arrivons tout près des périodes de festivités de fin d'année. Il faut que nous puissions prendre des mesures idoines pour juguler les différentes situations néfastes, notamment le problème des bandits urbains qu'on appelle communément des Koulouna, mais aussi le problème des fluidités des biens et des personnes. Parce que nous le savons, pendant les moments de festivités, tout le monde va vouloir se rendre dans des marchés, mais aussi dans des shops ou dans des magasins pour acheter les biens de première nécessité. On a constaté aussi qu'il y a certains chefs de quartier qui n'ont pas bien travaillé et nous l'avons reboosté davantage de telle sorte qu'ils puissent travailler d'arrache-pied pour qu'ils puissent rendre notre environnement de la municipalité de Ngaliema très propre. L'autorité municipale compte multiplier ce genre de conseils de sécurité communale en vue de faire face à toute éventualité. Autre chose à présent, la session parlementaire de septembre 2022 s'est finie à l'Assemblée nationale lors de la plénière de la clôture. Le président de la Chambre basse, Christophe Mbosoko Diampouanga, a mis l'accent sur la hausse du budget exercice 2023. On l'écoute au micro de Sylvie Mouembo et Bernard Baudre. Bien qu'essentiellement budgétaire, la session a aussi permis d'examiner à fond la loi organique portant organisation des élections en République démocratique du Congo. Selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, en son article 64, la clôture de la session intervient le 15 décembre. Mais compte tenu des matières retenues lors du vote des calendriers et avec l'état des sièges pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la représentation nationale a jugé bon d'adopter le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Sur le plan sécuritaire, la situation a été marquée, entre autres, par la mise en œuvre de mesures dictées par l'état de siège proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il en est de même de la persistance des conflits communautaires dans les territoires de Kwamut, ainsi que de la résurgence des conflits liés à la problématique foncière et aux limites des frontières internes. Au nom de la représentation nationale, du bureau et au mien propre, je présente les condoléances aux familles ayant perdu le membre des suites des récentes pluies diluviennes qui se sont abattues à travers les territoires nationaux en général et sur la ville de Kinshasa en particulier. Par la même occasion, j'exprime ma compassion aux familles victimes de l'agression barbare du Rwanda dans la partie est de notre pays. Comme vous avez pu vous rendre compte à l'occasion de l'examen de la loi de finances du pouvoir central pour l'exercice 2023, les recettes prévues sont en constante évolution. Les budgets de l'État exercice 2023 encore revu à la hausse. Le Sénat a à son niveau dégagé un surplus de recettes de 468 milliards de francs congolais, soit 234 millions de dollars américains, portant ainsi le budget de l'État pour le prochain exercice à plus de 16 milliards de dollars américains. Sandra Nyanki, Gelor Kimpianga et Denukungi nous fait découvrir cela dans ces reportages. C'est depuis le mardi 5 décembre dernier que la plénière de la Chambre haute du Parlement avait renvoyé la loi des finances exercice 2023 à la Commission économique, financière et bonne gouvernance pour un examen approfondi. Ce mercredi 14 décembre, le Sénat a adopté le rapport de l'ECOFIN peu avant de voter le budget revu à la hausse grâce aux recettes additionnelles dégagées par la dite commission après 9 jours de travail intense.
Pour mener à bon port sa mission, l'ECOFIN a tour à tour auditionné les ministres sectoriels ainsi que certains mandataires publics des régies financières. Au total, un surplus de 468 milliards de francs congolais ont été ajoutés au budget national grâce au travail abattu par le Sénat. Les efforts ont été fournis à tous les niveaux. Et donc, les félicitations s'adressent et au gouvernement, et à l'Assemblée nationale, et au Sénat. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il est parti d'un budget de 22 253 milliards pour nous présenter un projet de budget de 29 520 milliards de francs congolais. L'Assemblée nationale, à son tour, a travaillé pour accroître les recettes, les ramenant à 32 034 milliards. Donc il y a eu quand même un accroissement de 2 513 milliards de francs congolais. À son tour, le Sénat a porté un surplus des recettes de 468 milliards de francs congolais. Donc c'est ce qui nous amène finalement au finish à un budget de 32 502 milliards de francs congolais. Étant voté en des termes non identiques avec l'Assemblée nationale, une commission paritaire a été convoquée pour harmoniser les divergences. Outre le projet de loi de finances 2023 voté à l'unanimité par 86 sénateurs ayant participé au vote, la plénière a également adopté au cours d'un huis clos le rapport financier du Sénat. Premier face-à-face, nouveau comité de gestion de la radio-télévision nationale congolaise et le directeur central de cette entreprise de médias publics. Objectif, mettre en place de stratégies pour réformer la chaîne nationale afin de produire un travail de bonne qualité. Le détail avec Emmanuela Commissaire Mukantum, Eugénie Dada Chabani et Luxon Lukombo. Les grandes réformes sont dans les pipelines du nouveau comité de gestion de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne publique du pays. Elles auront comme soubassement les manuels des procédures administratives et financières. Les présidents du conseil d'administration, Floribert Luboto, les directeurs généraux Sylvie Elengue Nyembo et Joseph Adolphe Voto, les directeurs généraux adjoints, sont décidés de faire fonctionner la RTNC dans les normes audiovisuelles. Dans un monde concurrentiel, la rendre compétitive. Question de lui permettre de bien assurer sa mission régalienne, à savoir l'information publique et la mobilisation de la communauté autour des actions du pouvoir public, selon la mission leur confiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première réunion de prise de contact avec tous les directeurs, chefs des services centraux de Kinshasa, était une opportunité pour le comité de gestion d'expliciter leur vision, à savoir améliorer le fonctionnement de la chaîne nationale et améliorer les conditions du personnel pour redorer son image. Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Nyembo, donne les idées forces de cette réforme. Notre vision, c'est d'abord l'organisation administrative et financière. Sans une bonne administration, sans une bonne direction des finances, tout ce que nous allons faire est voué à l'échec. Nous n'avons pas de manuel de procédure. C'est pour moi un grand défi. Entre-temps, la RTNC se prépare pour assurer la couverture des Jeux de la francophonie, de l'arrivée du pape et du processus électoral qui arrive à échéance en 2023. Les PCA et les DGA ont tour à tour apporté leurs suggestions pour matérialiser leur vision, notamment s'investir pour faire de la radio nationale une radio qui arrose toute la République. Ça n'est suivi les préoccupations des directeurs qui ont épinglé quelques défis à relever, à savoir l'effectif des agents et cadres, les conditions de recrutement, la prise en charge du personnel malade et les primes des agents, la dotation des matériels des technologies de pointe et la régularisation du statut des collaborateurs de la RTNC. À toutes ces préoccupations, le comité de gestion a promis de s'y atteler pour satisfaire le personnel et la population congolaise bénéficiaire des services de la RTNC. Au nom du comité de gestion, Mme Sylvie Elengue Nyembo a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la nomination à la tête de la RTNC.
Les bus Transco continuent de s'étendre sur tout le coin du pays. 2 nouvelles provinces viennent à leur tour d'être desservies des 10 bus. Il s'agit de la province du Maniema et de la Chopo qui ont reçu chacune 5 bus. Le directeur général de Transco, Cyprien Mbéré, a présidé cette cérémonie, comme nous dit Betty Amani et Rodé Panda. Peine arrivé à la tête de la société des transports publics Transco, le bâtonnier Cyprien Mbéré Moba, l'actuel directeur général de Transco, s'est mis déjà au travail. 10 bus Transco ont été déployés ce jeudi au port de la SCPT ex-Onatra à raison de 5 pour la province du Maniema et 5 autres pour la province de la Chopo, sous la supervision du ministre de Transport et Voies de Communication, Chérubin Okende, en présence des députés et sénateurs, mais également de gouverneurs bénéficiaires. Cette cérémonie s'inscrit dans les cadres de la poursuite du programme d'extension des services de la Société des transports dans le Congo profond. Le directeur général de Transco a remercié le président de la République. Transco est au service de la nation. Pour mettre en mouvement la philosophie chère au président de la République, le bus qui va en province reste la propriété de Transco. Pour sa part, le gouverneur de la Chopo, Madeleine Nikomba, et celui du Maniema, Afani Idrissa Mangala, se sont réjouis de voir leurs provinces respectives être dotées de ces précieux engins. Ils ont à cet effet rendu un vibrant hommage au président de la République. Le ministre des Transports s'est exprimé pour l'occasion. Au niveau du gouvernement de la République, nous nous appesantissons sur le credo du président de la République qui nous a dit « Nous devons construire un État fort, prospère et solidaire ». Cela m'amène à remercier et à encourager la société commerciale de transport et de port qui fait aussi la démonstration d'un modèle de discipline en suivant la même philosophie d'action du président de la République. Depuis le lancement de ce programme de déploiement des autobus, plusieurs provinces sont déjà desservies, notamment les Kasaï. Merci beaucoup Richard Kalala pour ces reportages. Les bruits de bennes et autres engins lourds s'intensifient à Kasumbalesa de la province du Haut-Katanga. Un pont reliant la cellule plateau à la cellule pompage est en pleine construction. Les travaux ont été lancés par le maire de la ville frontalière de Kasumbalesa. Il a également profité de l'occasion pour mettre en service des transformateurs électriques. Suivez. C'est un imposant pont qui sera jeté sur la rivière Kinkolongo afin de relier la cellule plateau à la cellule pompage dans la ville de Kasumbalesa. Les travaux de ce pont ont été lancés le week-end dernier par le maire de la ville, Maître André Kapampa. À l'occasion, il a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dont la vision est celle de transformer les quotidiens du Congolais. Il y a un président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le développement. Je voudrais ici lui rendre un vibrant hommage. Cependant, les travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise CCECC, sera d'une longueur de 11 mètres et 7 mètres de largeur. Ces travaux seront financés à 100% avec les recettes locales. Ce même week-end, André Kapampa a mis en service de transformateurs électriques acquis et installé sur fonds propres de la mairie de Kasumbalesa pour électrifier les quartiers qui étaient le théâtre de l'insécurité à cause de l'obscurité. Je suis la personne la plus heureuse aujourd'hui de participer à ces grands événements qui n'est pas seulement historique mais aussi héroïque. Vous avez fait preuve d'un bon responsable, non seulement administratif, aussi politique. Cette population qui est restée longtemps dans les noirs avait décrivé vous. Et vous avez écouté cela. Vous avez décidé sans hésiter, par les moyens mobilisés par la ville, de faire cette acquisition de ces deux transformateurs. Déterminé à transformer la ville frontalière de Kasumbalesa sous Félix-Antoine Tshisekedi, André Kapampa. À l'Institut national de préparation professionnelle, les bâtons de commandement a changé de main. La cérémonie de remise-reprise entre le nouveau comité et les comités sortants a eu lieu hier. Ces nouveaux dirigeants ont promis de tout mettre en œuvre pour hisser haut l'étendard de cet institut. Sévérine Pascal Katanda.
Suite à leur nomination par ordonnance présidentielle, le nouveau comité de gestion de l'Institut national de préparation professionnelle a pris officiellement possession de ses fonctions après une cérémonie de remise reprise ce 15 décembre 2022. Constitué de Jean-Marie Lukulasi Massamba qui remplace Gabriel Motangaliema, Stanislas Godofroy Chimanga à la place de Patrick Kayembe Sumpi qui assumait l'intérim et Patrick Kayembe comme directeur général adjoint. Cette nouvelle équipe vient pour accentuer les réalisations dans la formation de la jeunesse selon la vision du chef de l'État au sein de cette institution. Promettons au chef de l'État notre franche collaboration. Tout en étant reconnaissant au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi promet de travailler pour rendre plus performant cette institution socle de développement. Notre objectif est celui de donner du punch au programme gouvernemental et à la vision du chef de l'État. Sans unité, on ne peut pas y arriver. Chacun devra mettre du sien pour que le résultat qui doit être positif soit le résultat de tous. Cet enfant maison de l'INPP s'engage pour sa part à faire un travail à la hauteur en collaboration avec sa hiérarchie. J'ai gardé la maison, nous avons travaillé dans l'intérêt de tous. Pour la suite, sous l'impulsion du PCA qui est là et le directeur général, nous allons travailler en pleine collaboration. Constitué des personnes qui ont consacré la majeure partie de leur vie à la formation de la jeunesse, le nouveau comité de gestion va booster la formation à l'INPP pour la création de la nouvelle classe moyenne en RDC. L'Université de Kinshasa accueille la 8e journée de l'échographie fœtale de Kinshasa, une activité organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec la Colline Inspirée. Suivez. En RDC, plusieurs femmes, surtout moins de 25 ans, meurent lors de l'accouchement par manque de surveillance correcte de la grossesse. D'où l'importance d'une échographie fœtale avant l'accouchement. Cette technique médicale contribue à la réduction de la mortalité maternelle et à la morbidité périnatale. C'est le cas des grossesses gémellaires inattendues, des positions de l'enfant et autres. C'est dans ce sens que les 8e journées d'échographie fœtale, édition 2022, se sont ouvertes à Kinshasa. C'était sous l'organisation de la Fondation Molois, Centre d'imagerie médicale pour tous, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Dans son mot, le recteur de l'UNIKIL, Jean-Marie Kayembe, a relevé que l'échographie fœtale est un outil important pour protéger la femme qui doit donner la vie. Aussi a-t-il renchéri que la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État tombe à point nommé pour résoudre ce genre de problèmes. Pour l'organisatrice de ces journées, Dr Angèle Mbongo, l'échographie fœtale est la pierre angulaire des politiques de dépistage des anomalies chromosomiques. La particularité c'est que cette année, vu le nombre, je vois l'engouement, je vois la participation des autres et je vois réellement la mise en place de la pluridisciplinarité dans la prise en charge de la femme enceinte. Ces grands rendez-vous d'hommes des sciences de Kinshasa, des provinces et d'ailleurs réunissent les échographistes, les obstétriciens et les sages-femmes du 15 au 17 décembre 2022. La Société congolaise d'urologie a un nouveau comité présidé par le professeur Mathieu Loposon-Koumou. Ces nouveaux dirigeants ont été installés au terme du 16e congrès de cette société, comme nous dit Rodépane. Contribuer à la pratique de l'urologie selon les normes, contribuer à la formation des urologues selon la modernité, contribuer à l'équipement des hôpitaux avec du matériel urologique moderne, avec des projets de coopération. Ce sont là, entre autres, les quelques recommandations issues du 16e congrès annuel de la Société congolaise d'urologie tenu à l'hôtel Memling. Les échanges ont tourné autour du thème « Progrès en urologie en République démocratique du Congo ». Bien avant l'entrée dans les vifs des discussions, le président de cette société savante, le professeur Punga Moele Augustin, a mis un accent sur les thèmes choisis lors de sa présentation. Parmi les temps forts de ce congrès, c'est les passages alternatifs du flambeau entre les comités sortants et les comités entrants de cette structure. Désormais, cette société sera présidée par le professeur Mathieu Loposon-Koumou, professeur à l'Université de Kinshasa et doyen de la faculté de médecine à l'Université libre de Kinshasa, membre de l'Association européenne d'urologie et membre de la Société internationale d'incontinence. Il faut noter que dans le comité actuel, le docteur Omana Wembonyama assure
la vice-présidence, le docteur Bilonda Kolela, secrétaire exécutif, et le docteur Mbala Bouani, trésorier. Nos maîtres, ceux qui ont créé cette association, ont deux objectifs. Et en étant élus, nous sommes obligés de continuer avec le bateau. Le président de l'ordre des médecins en a profité pour prodiguer de sages conseils. 15 milliards de dollars, c'est l'enveloppe globale décaissée par les États-Unis pour investir en Afrique. C'est la grande recommandation assortie au terme du sommet USA-Afrique. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine C'était l'EMA. Ce journal réalisé par Attacha Machini et Dieu merci Kanza. Il a connu le concours rédactionnel de Manuela Commissaire et complètement fini sur la radio-télévision nationale congolaise. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Annie Mbalaka, 20h, Centre Tabou. Au revoir.